Bonjour, bienvenue à tous et à toutes au webinaire Mines et environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, mon nom est Marie-Ève Lacombe, je suis agente d'information au service du recrutement et des communications et c'est moi qui ai le plaisir d'animer le webinaire aujourd'hui. Alors, avec la programmation 2022-2023 des webinaires, l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT souhaitait favoriser le partage des connaissances et des dernières avancées dans ce domaine, et ce, de façon accessible. Donc, d'abord, en abordant divers enjeux liés au secteur minier, en présentant de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents, et en exposant les perspectives de recherche et les projets en développement. Donc, cette nouvelle série de conférences sera offerte par des professeurs de l'Institut. Alors, merci de votre participation au webinaire d'aujourd'hui, qui s'intitule « Chaire de recherche du Canada en traitement des eaux minières, développement et perspectives », qui sera animé par Carmen Mihaela Nicolita, professeure titulaire à l'IRM de l'UQAT. Alors, la biographie de notre conférencière. Donc, Carmen est professeure titulaire à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT et titulaire de la Chaire de recherche du Canada niveau 1 en traitement et gestion des eaux minières. Alors, au niveau de sa formation, elle est ingénieure chimiste. Je vais regarder juste un petit peu plus bas, je crois que je commence à vieillir. Alors, elle est ingénieure chimiste et titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en hydrogéochimie et environnement minier de Polytechnique Montréal. Ses expertises couvrent le traitement passif et actif des eaux de drainage et des effluents miniers, la biogéochimie environnementale en contexte minier, l'impact des eaux minières sur la qualité des eaux naturelles, la gestion des eaux minières, ainsi que la restauration minière. Donc, avant de débuter la conférence, permettez-moi de vous transmettre quelques points d'information. D'abord, la présentation d'aujourd'hui sera d'une durée de 40 minutes, suivie par une période de questions de 15 minutes. Je vous invite donc à poser vos questions dans l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. Et la conférence sera enregistrée, donc disponible prochainement sur le site web des webinaires, où vous trouverez également les anciens webinaires qui ont eu lieu tout au long de la saison 2022-2023. Alors, je cède maintenant la parole à la professeure Nicolita. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Marie-Ève. Bonjour à tous et bienvenue à cet webinaire. Alors, mon nom est Carmen Mihaela Nicolita et je vais suivre un plan de présentation similaire à celui d'autres webinaires donnés par mes collègues avant moi, Isabelle Demers, Tikou Belem, par une courte introduction suivie par les objectifs de recherche, principal essai et les résultats obtenus, synthèse de l'avancement des connaissances, pertinence et retombées pour la société avec quelques conclusions et perspectives. En introduction, juste un bref rappel sur l'importance de l'eau pour toutes les activités comprenant les activités minières,
tel que vous pouvez voir dans le graphique ici, l'image à gauche, qu'il s'agit de travaux en géotechnique, exploitation, gestion des résidus, les normes environnementales, les interactions avec la communauté, la séparation du minerai, les travaux en génie civil, hydrogéologique, tout passe par l'eau. Donc l'élément central, c'est l'eau. Alors, une vision globale, holistique de l'eau, dans le sens que qu'est-ce qu'il se passe sur le site minier influence la qualité des eaux à l'extérieur du site, alors que les activités sur le site minier doivent considérer cette balance hydrique et la vision intégrée et responsable de l'eau devient une nécessité et c'est la seule approche convenable actuelle. On parle de plus en plus de traitement de l'eau versus la gestion de l'eau. En réalité, je le dis, je le répète, le traitement de l'eau, ce n'est pas la solution à toutes les problématiques de contamination. On doit commencer un peu plus loin et tel que vous voyez ici, expliquer un peu, on devrait débuter plutôt par une prévention de la pollution. Au cas où cette prévention elle est insuffisante ou incomplète, minimiser la charge contaminante, récupérer autant que possible l'eau, la réutiliser, recycler en boucle et juste pour la portion qu'on va rejeter en environnement, faire ce traitement. Parce qu'un traitement signifie on ajoute certaines composantes qui vont rester dans l'eau après le traitement. Pour favoriser cette responsabilité dans la gestion de l'eau, on a cet organisme Global Reporting Initiative qui force, si vous voulez, le respect de certains indicateurs en lien sur la qualité de l'eau, en lien avec la performance des agents industriels. Donc, si on regarde la première image ici en haut, vous voyez, on a les trois piliers du développement durable, environnement, économique et social. Et on voit qu'il y a 5 indicateurs. Les 5 indicateurs sont mentionnés ici. On parle de captage de l'eau, combien d'eau on capte de l'eau naturelle. Ensuite, comment ce captage d'eau influence les autres usages de la même source d'eau? Quel est le volume, donc la proportion de l'eau qu'on recycle? Quelle est la proportion d'eau qu'on va rejeter comme traitée? Et quel est l'impact de cette eau traitée sur le cours d'eau naturel? Qu'est-ce qu'on essaie d'éviter? C'est la contamination de l'eau. Alors, juste une petite parenthèse, quand on parle des eaux minières, dans cette présentation, on parle à la fois des eaux de drainage, donc les eaux de ruissellement, et les eaux de procédé. On vit dans une société qui est dépendante des métaux, donc on est obligé, en quelque sorte, de exploiter des gisements appauvris, donc des traitements métallurgiques de plus en plus agressifs et des eaux générées de plus en plus complexes. Dans un environnement, un contexte où il y a des changements climatiques extrêmes, vous le voyez, vous le sentez, on le sait tous, qui impactent l'accès à l'eau, qualité, quantité, et où l'acceptabilité sociale des nouveaux projets miniers passe toujours par ce partage tant d'usage que de la contamination de l'eau. Donc, éviter la contamination, c'est la première chose à viser. Évidemment, une fois contaminée l'eau, il y a des solutions pour la traiter. Procédé de traitement actif est passé, mais tout débute encore une fois par des objectifs de limiter le volume d'eau contaminée à produire. Donc, on parle ici de minimal liquid discharge, zero liquid discharge, de ne pas rejeter du tout de l'eau. Et une fois qu'on passe en traitement, il y a toujours des besoins en recherche appliquée qui généralement sont identifiés au fur et à mesure. Quelques types de contaminants avant de passer à des projets, des exemples de projets. Drainage minier, j'imagine que vous avez déjà vu ça dans plusieurs présentations.
l'exposition en surface de certains minéraux réactifs en conditions naturelles génère des eaux très contaminées. Vous voyez ici la couleur très terne, grisâtre des résidus miniers fraîchement générés. Et qu'est-ce que cette couleur devient dans le temps? Donc la couleur change en rougeâtre, brunâtre, surtout en raison de la couleur de la rouille, le fer oxydé. D'abord en surface, ensuite en profondeur. Et à gauche, vous pouvez voir des images même de l'eau contaminée du drainage minier acide en contact avec des cours d'eau naturels. Vous voyez un peu la couleur rougeâtre du fer, ensuite grisâtre de l'aluminium et la couleur claire. Mais faites attention, quand il s'agit d'une eau nette traitée, même s'il n'y a pas de couleur, il peut y avoir de la contamination. Et ici en bas, une photo prise par ma collègue Lucie Couder, on voit même la couleur du DMA qui domine la neige. On voit le rougeâtre brunâtre. Et au centre de l'image, on voit un peu les caractéristiques du drainage minier, que ce soit acide, que ce soit neutre, que ce soit contaminé. Le pH, c'est le nom qui nous dit, c'est neutre, c'est acide ou c'est alcalin. Mais il y a une charge contaminante qui vient avec, un peu moins pour le DNC, le drainage neutre contaminé, que pour le DMA, mais tout de même. Les systèmes de traitement. Dans les systèmes de traitement, on utilise ou pas les micro-organismes, donc les bactéries, mais on utilise surtout des produits chimiques. Donc on a des systèmes qu'on appelle abiotiques ou biologiques pour des méthodes de traitement actives et passives. Quelle est la différence? Les méthodes actives sont désignées pour les sites en opération parce qu'il y a une usine de traitement associée où on va toujours ajouter un produit chimique ou de la nourriture et une source d'énergie pour les bactéries, alors que pour les sites fermés et abandonnés, on parle plutôt d'empolissage, des tranchées, des réservoirs remplis de certains matériaux résiduels et on essaie de simuler en quelque sorte les mêmes principes de traitement que dans les méthodes actives. Cette diapo veut juste vous montrer que les micro-organismes dans la nature sont extrêmement faciles à adapter à des conditions extrêmes, mais ils peuvent avoir des rôles bénéfiques ou nuisibles. Ici à gauche, vous voyez en bleu, vous voyez des micro-organismes qui vont contribuer à la problématique du DMA. Le DMA, dans le sens acide sulfurique, plus des métaux en solution. Donc, on commence avec les sulfures qui sont stables sous la terre, mais quand on les pose en surface, on produit cet acide sulfurique et les métaux en solution, donc on produit le DMA. Alors qu'en vert à droite, vous voyez d'autres micro-organismes qu'on peut les utiliser dans les systèmes de traitement qu'on appelle réductrices. Donc, ces micro-organismes vont transformer le sulfate de l'acide sulfurique en sulfure soluble et ce sulfure soluble va ensuite précipiter les métaux sous forme de sulfure métallique. En quelque sorte, on fait retour en arrière ou en double parce qu'on reproduit les sulfures qu'on avait au début de la problématique. Donc, les bactéries sulfato-réductrices, les bactéries ferro-réductrices ont un rôle favorable dans les systèmes de traitement. Est-ce qu'un tel type de système fonctionne? La réponse est oui. On a quelques exemples ici. À une dizaine de kilomètres de Val d'Or, on a le fameux site East Sullivan. Vous avez une image ici en bas. À la période de gloire de la mine en 1963, des dizaines d'années après la fin des opérations et d'abandon du site, vous voyez une image comme sur la Lune désertée. Et après sa restauration, par une couverture de bois résiduel qui entouré par des bassins qui fonctionnent comme des marais épurateurs et qui a permis la reprise de la vie sur ce site. Il y avait une portion jusqu'en 2016 où vous voyez cette image qui n'était pas complètement recouverte, pas complètement recouverte, mais qui l'est aujourd'hui. Et vous voyez une belle image de deux signes qui sont, selon le ministère de l'Environnement, des études qui étaient réalisées, sont dans un environnement sécuritaire parce que la pollution, la contamination, elle a été confinée. Deuxième exemple d'un site, Filière Lorraine, notre site à l'étude depuis des années. Cette image sur l'historique de restauration de ce site
se retrouve avec des détails dans la thèse de doctorat de Marouane Jouini et qui a produit cet historique. Donc, on a une ancienne mine d'or et d'argent, comme c'était le cas du East Sullivan d'ailleurs aussi, et qui a été abandonnée pendant des années. La restauration est débutée dans les années 2000 par le recouvrement des résidus pour étouffer la contamination, recouvrement des résidus par une couverture multicouche, des matériaux superposés pour stopper la dégradation des minéraux réactifs. Et avec une eau dans les résidus, une eau porale contaminée et qui était déviée vers des systèmes de rétention de contaminantes. Vous avez ici une image sur laquelle c'est écrit donc DOL, c'est des drains dolomitiques, c'est un matériau neutralisant en carbonate double de calcium et magnésium qui était fonctionnel, surtout un de ces drains, parce qu'initialement on a installé 3 drains, était fonctionnel un de ces drains jusqu'en 2009, où on voyait un écoulement en surface. L'écoulement en surface signifie que le matériau est complètement colmaté, il n'y a plus d'écoulement à travers, et ensuite été excavé et remplacé par un autre système. Vous voyez les images ici en haut. Durant la construction du deuxième système, ce qu'on appelle filière, un enchaînement de 3 unités de traitement chimique et biochimique. Si je reviens juste avec une dernière mention sur l'historique montre que tout au long du temps, il y avait beaucoup de travaux de notre groupe qui étaient concentrés, des travaux de conférences, présentations, articles, y compris nombreuses thèses, et la mienne aussi en 2008. Alors, pour le nouveau système de traitement, il y a ici au milieu quelque part un peu présenté la qualité de l'eau à traiter qui montre que le seul contaminant en réalité présentement qui se retrouve dans l'eau, c'est encore le fer. Alors, quelles seraient les problématiques de recherche appliquées, associées à ce type de système? C'est d'abord l'écoulement à travers un solide. Dans les systèmes de traitement actifs, dans les usines de traitement, il y a enlèvement continuel des boues qui précipitent. Dans un tel système, on fait la tranchée, on la remplit d'un matériau et ensuite on laisse l'eau s'écouler. Évidemment qu'avec le temps, il y a comme un remplissage de la porosité par les précipités. Il y a également la sensibilité de certains micro-organismes à la salinité, à la forte salinité et faible température. Il y a certaines contaminantes qui peuvent être prédominantes, comme c'est le fer dans le DMA ferrifère. Il y a le manganèse qui ne précipite pas tant que le fer n'est pas encore précipité. Et il y a les effets d'échelle. Tout ça, surtout pour le DMA. Alors que si on parle du DNC, il y a moins de contamination. Mais dans le cas du DNC, on mise sur l'absorption et on essaie de limiter les coûts. Donc, travailler avec des matériaux naturels sous-utilisés ou des résidus industriels d'origine ou modifiés serait préférable. 2 types de problématiques en traitement actif des effluents miniers que je voudrais vous présenter. On parle d'abord des effluents cyanurés. On a dans une zone minière où il y a beaucoup d'exploitation d'or, donc on parle de l'extraction de l'or et de l'argent via les cyanures. Et dans le traitement des effluents cyanurés, on a des enjeux et des limites, tant pour le traitement biologique. On est dans une région où les températures ne favorisent pas toujours l'activité bactérienne, donc on peut avoir l'influence importante de la température, on va voir tout à l'heure dans une étude, et également la contamination forte et multiple, complexe, plusieurs contaminantes. Donc on a des cinétiques assez lentes, et les cinétiques lentes signifient des réacteurs très gros en volume et des coûts importants pour la mise à l'échelle pour installer de tels systèmes biologiques. En traitement chimique, parfois, on utilise des produits très agressifs et qui vont détruire le contaminant d'origine, mais parfois ils peuvent produire des sous-produits qui sont très toxiques ou du moins indésirables. Donc nous, on a travaillé sur quelques procédés d'oxydation avancée à température de la pièce qu'on appelle fentone, ferrate. Vous allez voir l'ozonation à microbulle
et tenter de faire produire assez de données pour des connaissances pour la mise à l'échelle. Des enjeux similaires pour un autre type de contamination qui représente les composés azotés. Toujours associés à l'activité minière, la dégradation complète des cyanures et l'utilisation d'explosifs génèrent ces composés azotés, donc contaminent l'eau par les composés azotés. Et une fois de plus, on peut traiter les composés azotés tant par le traitement biologique que chimique, mais dans les deux cas, on revient avec des enjeux similaires à ce qu'on voyait avec les cyanures. Dernier groupe de contaminants sur lequel on va discuter aujourd'hui un peu, présenter des travaux, les contaminants d'intérêt émergent. Quels sont ces contaminants? Quelles sont leurs sources? Il y a les stériles miniers, il y a les résidus, il y a la lixiviation des contaminants qui est mélangée avec les résidus d'explosifs, avec les résidus de cyanure. Tout ça passe dans l'usine de traitement. On a la salinité, on a l'exanthate. Et ce qui nous intéresse, c'est cette boucle sur le traitement et également l'impact de l'eau traitée en termes de toxicité, vous allez voir dans quelques études, sur la qualité des eaux naturelles. Alors, les objectifs de recherche. À l'instar d'un projet de recherche, aujourd'hui on parle d'une chaire de recherche. C'est quoi une chaire de recherche? C'est un programme de recherche. Alors, évidemment qu'avant de débuter la recherche en tant que telle, il faut préparer un programme. On parle des chaires de niveau 2, plusieurs ALUCAT sur 5 ans, de chaires de niveau 1 sur 7 ans, plusieurs ALUCAT aussi. Donc, on disait, on débute par préparer un programme de recherche. Comment? Par identifier les thèmes, les objectifs, la méthodologie, les ressources, les livrables, les retombées, basés sur une personne qui est porteur du dossier, mais qui travaille avec une équipe pour identifier tout ce que je viens de dire. Une fois la chaire financée, ensuite il faut financer réellement la recherche. Donc, on commence avec quelques projets, on finance les projets, il faut procurer l'infrastructure pour pouvoir réaliser les travaux de recherche, donc les ressources matérielles, et ensuite assembler l'équipe, donc les ressources humaines. On commence avec les étudiantes, qu'il faut les recruter, il faut les former, le personnel PHQ, comme on dit, le personnel hautement qualifié, assembler des équipes de collaborateurs pour encadrer ces étudiants, pour les superviser, pour réaliser les travaux de recherche, dans le groupe de recherche, à l'extérieur du groupe, accomplir les objectifs, comme dans tous les projets, on a des objectifs scientifiques et en formation du personnel hautement qualifié, du PHQ, et créer et diffuser les connaissances développées pour les partenaires, dans des publications pour la communauté, et adapter l'enseignement au fur et à mesure qu'on obtient des résultats en recherche, pour ensuite financer plus la recherche avec des projets plus ambitieux et passer au niveau suivant avec une équipe renforcée. Dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui, du webinaire, on parle d'une chaire de 5 ans, donc une chaire de niveau 2, d'un programme de subvention qu'on appelle Chaire de recherche du Canada, les CRC, et qui est financé, cette chaire a été financée par le CRSNG. Donc, le financement associé à la chaire était de 500 000 qui allait dans le salaire de la titulaire, qui était associé à une subvention d'infrastructure offerte par la Fondation canadienne pour l'innovation et en partie par le ministère de l'économie du Québec. Ce montant associé était supérieur à 400 000 $. J'étais la titulaire et on avait les objectifs de formation, c'était de 15 PHQ, incluant 3 DSS, 5 maîtrises et 7 thèses, pour travailler sur des objectifs scientifiques, comme je disais, optimiser le design et la performance des systèmes de traitement passif et des systèmes de traitement actif. Dans le traitement passif, on visait surtout, le focus était sur le DMA ferrifère et le DNC, qui est moins connu, et l'utilisation des matériaux résiduels et modifiés. Alors qu'en traitement actif, on visait de tester plusieurs types de procédés, d'adapter dans
du traitement des eaux usées municipales plusieurs types de procédés ou développer d'autres biogéo-électrochimiques et travailler un peu sur les contaminantes émergentes. Cette diapo, elle est prévue juste pour vous expliquer un peu ou juste vous rappeler que, en ce qui nous concerne, comme groupe, comme université, on ne travaille pas sur le développement d'une technologie de traitement de A à Z. On travaille un peu ici à la base. On fait la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche de base, et on prouve la faisabilité d'une technologie. Donc, tout ça en corrélation avec le développement d'une expertise. Et ce que vous voyez ici dans l'image à droite, où cette chaire se place sur le développement d'une expertise. J'ai débuté avec une première chaire 2011-2016, où on a travaillé surtout en traitement passif, de drainage mini-acide, un peu de la toxicité, débuté le drainage neutre contaminé, et un peu le traitement actif. Dans cette chaire que je vous présente aujourd'hui, on a travaillé surtout traitement actif, mais on a continué les travaux en traitement passif, incluant les composés azotés, en commençant à travailler sur les contaminants d'intérêt émergents, en intégrant tranquillement les changements climatiques, la gestion d'eau pour financer une autre chaire de plus longue durée, une chaire de niveau 1, dont je vais vous parler dans un autre webinaire probablement. Alors, quels étaient les principaux essais et résultats obtenus? On revient au site Lorraine, comme vous voyez tout à l'heure. On disait, on a installé un système dans les années 2000. Il était colmaté en 2009. On a installé un autre système en 2011. Il était colmaté en 2016. Quel serait le système à utiliser par après? Donc, on a fait un suivi de 5 ans sur ce système de terrain et on a comparé les résultats avec des essais au laboratoire réalisés dans le cadre de la thèse de Kolera Kotonimaro, qui a obtenu son doctorat en 2017. Alors, on a utilisé des matériaux disponibles localement. On les a caractérisés, échantillonnés, caractérisés en DMA synthétique, simulant le DMA de terrain, des essais à petite échelle, qu'on appelle des essais batch, en utilisant la cendre de bois, la dolomite et la calcite dans un mélange qu'on appelle substrat alcalin dispersé, SAD. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est la porosité, la perméabilité de ces mélanges où on fait passer l'eau contaminée qui emporte le plus. Alors, on mélange des copeaux de bois à ces matériaux neutralisants. On a fait les essais en batch. On a fait ensuite des essais avec écoulement. Vous les voyez ici dans la deuxième étape. D'abord pour pré-traiter le fer, le premier contaminant qui ajoute dans l'eau beaucoup de boue, et le traitement des sulfates pour faire le polissage par après de l'eau. Et dans l'étape d'après, enchaîner les unités en pré-traitement, de pré-traitement ou de pré-traitement et en polissage. Quels disaient les résultats, quelle information les résultats nous apportaient? D'abord que la cendre de bois, elle était la plus performante. Vous avez les graphiques ici à gauche en termes de enlèvement de fer et ensuite suivant le traitement des sulfates. Donc la cendre de bois, elle était la plus efficace, alors que la calcite et la dolomite donnaient des performances similaires, mais il faut faire attention parce que la calcite, elle peut être enrobée plus rapidement par le gypse que la dolomite. Et quand on a comparé les 5 ans de suivi des travaux de terrain aux travaux des laboratoires, on voyait pratiquement des résultats comparables, mais le comportement à long terme reste quand même à valider parce que si on passe au système de terrain, on voyait que les premiers 2 ans, le système fonctionnait très bien et au-delà de 2 ans, les problématiques commençaient à se produire. Au niveau laboratoire, un des scénarios testés, ce qu'on appelait le scénario 3, donnait les meilleurs résultats, mais il faut se dire qu'au niveau laboratoire, on fait des écoulements sur juste les essais en tant que tels, juste sur quelques mois, voire un an. Sur le même site Lorraine, on se demandait, bon, le système est fonctionnel,
une certaine durée, à la fin de vie d'un tel système, qu'est-ce qu'on fait avec les matériaux en place? Parce qu'il n'y a pas actuellement une information pour guider la gestion de ces solides contaminés. Donc, on est allé sur place, on a échantillonné les solides et on les a lixiviés en simulant qu'est-ce qu'il peut arriver dans le temps. Et on voyait que ces solides peuvent lixivier soit du DMA, soit du DNC. Donc, on traite l'eau contaminée, on fixe la contamination dans les solides, mais si on ne stabilise pas ces solides, comme nous on a fait des essais en stabilisation, solidification, mélanger avec des ciments, produire des blocs qui, par après, dans des essais de lixiviation simulant la pluie, on voyait que les limites en lixiviation étaient respectées et même les propriétés mécaniques de ces matériaux étaient correctes. Alors, le travail ne s'arrête pas juste à fixer les contaminants, mais il faut aller au-delà. On parlait également de la sensibilité des micro-organismes à la faible température et à la forte salinité. Donc, dans la thèse de Houssem Ben Ali, qui a travaillé sur ces aspects et la maîtrise au niveau laboratoire et au niveau terrain, la maîtrise de Mohamed Ali El-Kilani, on essayait justement de faire ça en utilisant comme site d'étude le site Raglan. On a fait des essais batch, des essais en colonne avec des effluents synthétiques au laboratoire. Et sur le terrain, en utilisant les meilleurs matériaux ou des mélanges de matériaux développés au laboratoire pour montrer les résultats, montrer exactement quoi. Il faut se dire que tous ces résultats sont publiés, sont disponibles et vous avez accès à tout ça pour ceux qui sont intéressés en plus des détails. Donc, vous avez ici le sulfate, le nickel, le fer. Donc, ce qu'on voyait dans les travaux au laboratoire, que ce soit pour le DMA et le DNC, on voyait que la faible température avait plus d'influence et elle détériorait plus l'efficacité que la salinité, alors que les deux ensemble avaient un effet cumulatif quand même et que l'impact était plus important dans le cas du DMA, l'impact de la salinité surtout, que dans le cas du DNC. Pour ce qui est des travaux de terrain, on a fait des essais en 2017, à l'été 2017, été 2018. Et vous avez ici le résultat nickel sulfate, DMA, DNC. Donc, on voyait beaucoup de détérioration par rapport aux résultats qu'on avait trouvés au laboratoire où on travaillait en milieu contrôlé. Cette fois-ci, on travaillait avec un effluent réel. Donc, il y avait quand même un peu de rétention de nickel et peu d'enlèvement du sulfate, alors que, une fois de plus, la détérioration était plus importante pour le DMA que pour le DNC. Deuxième objectif de la chaire, comme on disait, dans le cadre des travaux réalisés en traitement passif, matériaux résiduels et modifiés. Donc, on a travaillé spécifiquement avec la dolomite. Dolomite, je disais, en carbonate double de calcium et de magnésium, qui, par chauffage, peut libérer un peu de CO2 et produire un mélange qui empêche, lorsqu'on le dissout dans l'eau, un pH beaucoup plus élevé. Donc la dolomite, ça peut être 5-6, alors que la dolomite mi-calcinée, ça peut aller jusqu'à 11 en termes de pH. La cendre de bois qui a été modifiée, le traitement est spécifié, et les copeaux de bois. Donc, échantillonner les matériaux, caractériser, modifier, valider la procédure de modification via la caractérisation des produits résultés, ici en batch et en colonne, pour ensuite passer à une autre échelle. Des résultats. Je ne vais pas m'attarder à vous présenter tout ce qu'il y a ici. Donc, vous trouvez les résultats dans la maîtrise de Laura Kalugaro et son doctorat. Et vous avez ce schéma ici qui vous présente comparativement les matériaux d'origine. On a testé plusieurs aux matériaux modifiés. Et donc, si on prend juste l'échelle de pH, vous voyez la cendre, par exemple, non modifiée, avait un pH un peu moindre que la cendre modifiée. On a utilisé deux types de cendres. En termes de sorption de nickel et de sorption de zinc, vous voyez en ligne pointillée les matériaux d'origine noire, ligne pointillée noire et ligne pointillée bleue les matériaux modifiés. On voit que pour les deux contaminantes,
et les deux types de cendres, les matériaux modifiés avaient des performances supérieures. Ensuite, on a testé, donc ici, on a testé sur deux effluents réels, on avait deux DNC, un DNC à pH 8 et l'autre à pH 7. Un qui avait un excédent de nickel par rapport à la norme qui est 0,5 mg par litre, donc il avait presque 4 mg par litre de nickel, et l'autre avait 9 mg par litre de zinc. Et ce qu'on voyait, on voyait que même la cendre non modifiée, elle pouvait enlever les contaminantes, mais avec la cendre modifiée, avec la procédure que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait un enlèvement très rapide, donc un gain en efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus court temps de réaction, ça veut dire un réacteur moindre ou un volume plus important doit traiter sur la même durée. L'objectif numéro 3, le traitement biogéoélectrochimique. Ce que je voulais vous présenter ici, c'est un peu les travaux en ozonation à microbules. En première pilote d'ozonation, que Sébastien Ries qui a monté durant sa maîtrise au CETRI, et un deuxième pilote d'ozonation qu'on a actuellement dans nos laboratoires ici à l'IRMUCAD. Donc, on a fait des essais pour optimiser un peu la procédure de traitement, et ensuite on a travaillé avec 5 effluents réels que vous voyez ici dans le tableau, avant le traitement en haut et après le traitement en bas. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces effluents? Il y avait une contamination multiple. Il y avait composés azotés, azote ammoniacal, nitrite. Il y avait des sous-produits de dégradation de cyanure. Donc, il y avait cyanate, il y avait le SCN, le thiocyanate, un peu de cyanure dans certaines et plusieurs métaux. Qu'est-ce qu'on remarque par après? On remarque qu'il y a la diminution de la concentration de l'azote ammoniacal, surtout pour le dernier effluent qui n'avait pas grand-chose à part dans sa chimie à part l'azote ammoniacal. Il n'y a plus de nitrite, il y a diminution des concentrations de cyanure, des cyanates et de certains métaux aussi. Parce qu'il faut se dire, quand on ajoute un oxydant dans une eau qui contient plusieurs contaminants, l'oxydant s'attaque à tous les contaminants. Donc, il y a des réactions qui se passent en parallèle. Traitement de la salinité des thiocelles. En haut, vous voyez un peu une étude sur la salinité par traitement et toxicité par électrocoagulation. C'est la thèse de Taquafoudeli. Et en bas, c'est le traitement des thiocelles et de la toxicité par électrophénton. C'est le mémoire de maîtrise de Jennifer Dubuc. Donc, alors, dans la première étude, on a testé l'influence des contre-ions et la comparaison de l'électrocoagulation à la prestation chimique pour ensuite tester la toxicité de l'effluent traité. L'électrocoagulation, c'est juste une cellule où on va introduire des électrodes sacrificielles d'aluminium ou de fer qui, par dissolution et précipitation subséquente, vont entraîner d'autres contaminants en solution pour les précipiter. Alors que dans le procédé électrophénton, on utilise deux électrodes. On a un électrode de charbon et un électrode de doped diamond. Et on a travaillé sur le développement des conditions optimales de traitement et testé ces conditions d'abord sur des effluents synthétiques et ensuite des effluents réels avec un traitement de toxicité à la fin. Qu'est-ce que les résultats montraient? Les résultats montraient qu'il y avait de l'enlèvement de la salinité avec l'électrocoagulation, pas beaucoup, relativement à la méthode qui est considérée comme la norme actuelle, bouodensité. Mais lorsqu'on les mettait ensemble, l'électrocoagulation avec bouodensité, on avait un enlèvement meilleur. Alors qu'en termes de traitement des thiocelles, qui représente en quelque sorte une acidité retardée des eaux traitées, incomplètement traitées pour les thiocelles, il n'y a pas une méthode prouvée comme la meilleure actuellement. Donc, on voyait qu'à l'intérieur de quelques minutes, il y avait le traitement des thiocelles. Et en termes de toxicité, ici à gauche, vous pouvez voir qu'il y a comme une chute drastique de la toxicité pour les effluents traités par électrocoagulation et ici à droite pour les effluents traités par électrophénton. Il y avait aussi un résultat remarquable qu'on avait trouvé. Daphnia pulex, qui est un type de Daphnie, un crustacé qui est très spécifique aux eaux froides, était plus sensible
dans les essais par rapport à la Daphnia magna, qui est l'organisme standard des essais de toxicité. L'objectif 4, les contaminants d'intérêt émergents, première chose qu'on a réalisée, c'était classifier ces contaminants. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une classification standard, mais elle n'est pas arbitraire non plus. Par des discussions avec les entreprises minières, on est arrivé à définir 4 groupes de contaminants, réellement les nouveaux, comme les éléments de terre rares, ensuite les contaminants problématiques, comme difficiles à traiter, salinité, thiocell, les contaminants pour lesquels il y a des technologies de traitement, mais on impose des seuils de plus en plus bas, surtout en environnement sensible comme le nord du Québec, ou le nord du Canada, et les composés azotés qui sont connus comme étant très lents à dégrader. Donc, l'objectif serait de passer de pas de traitement, développer un traitement, optimiser ce traitement et ensuite passer à la routine, comme on voit ici sur le graphique à gauche. Synthèse des principaux résultats. Je vous ai déjà présenté un peu. Dans le traitement du DMA ferrifère, on trouvait, les essais de laboratoire montraient que la cendre de bois mélangée au copeaux de bois donnait la meilleure efficacité en termes de pré-traitement du fer. Ensuite, que la calcité et la dolomite donnaient des performances comparables, mais il faut faire attention à l'enrobage de la calcite, qui est plus rapide que la dolomite, comme on disait. Qu'une filière de laboratoire avec 2 unités de pré-traitement et une unité de polissage donnait probablement les meilleurs résultats, au moins au laboratoire. Il y avait plusieurs paramètres d'influence qu'on avait trouvé un scénario gagnant, le scénario 3, et qu'on propose de garder d'abord rapidement les propriétés hydrauliques cassate, via cassate des matériaux ou des mélanges à utiliser, et en termes de chimie, de faire attention à la concentration du fer. Pour les matériaux résiduels et modifiés, on parle de la cendre de bois qui s'est montrée très performante tant en prévention qu'en traitement. Je n'ai pas nécessairement présenté la dolomite mi-calcinée aujourd'hui, mais il y a beaucoup de publications, beaucoup de présentations qu'on a fait. Quel est l'intérêt d'utiliser ce matériau? Surtout avec une bonne qualité de l'eau, c'est-à-dire si on a un DNC contaminé au nickel ou au zinc, en fixant ce contaminant sur un carbonate comme la dolomite, à la fin de la durée de vie du système de traitement, on peut simplement acidifier ce carbonate et produire un concentré métallique. Et dans d'autres travaux, on a travaillé également sur le biochar activé qui s'est montré efficace tant pour les contaminants, le traitement des contaminants inorganiques qu'organiques. Pour les procédés biogéoélectrochimiques, l'ozonation en microbulle, j'ai montré qu'on est en mesure de traiter plusieurs groupes de contaminants à la fois et réduire aussi la toxicité. Le procédé électrofenton, même chose, donc on a traité les thiocell et surtout on a travaillé en conditions froides. Et dans d'autres travaux, on a également trouvé que la dénitrification des effluents miniers contaminés par l'azote ammoniacal et des thiocyanates peut être traitée sans ajout de matière organique. Les contaminants d'intérêt émergents, on a identifié 4 groupes de tels contaminants. On a des contaminants soit précipitables, soit sensibles aux conditions redox. Les méthodes pour lesquelles on a montré la faisabilité dans nos laboratoires peuvent être utilisées pour le traitement de ces contaminants, mais que souvent on a besoin de plus d'une unité de traitement pour traiter ce type de contamination. En synthèse, quels étaient les principaux avancements via les travaux de cette chaire en traitement passif? On est venu à proposer des critères de design adaptés aux filières pour le DMA ferrifère, des options de gestion des solides résiduels contaminés à la fin de vie de ces systèmes et des choix de matériaux autres que les produits chimiques, comme des matériaux naturels, résiduels, d'origine ou modifiés.
En traitement actif, on a prouvé la faisabilité de plusieurs procédés. On a développé les connaissances dans nos laboratoires, FERAT, FENT, électrofenton, ozone microbule et d'autres. Et on a démontré, surtout pour certaines technologies sur lesquelles on a travaillé plus longuement, l'élimination de la toxicité aquatique. En termes de livrables, la production scientifique, elle est là. 3 chapitres de livres, 55 articles sur 5 ans. Donc, tout ce que vous voyez souligné, c'est le nombre des étudiantes. La plupart de ces publications, c'est les étudiants, les premiers auteurs, souvent publiés dans de très bons revues scientifiques. 2 articles dans des revues sans comité de lecture, 10 conférences, quelques photos de nos anciennes étudiantes. Il y a aussi ici toute une liste de conférences sans articles sur invitation, posters, mémoires, thèses, rapports de SS. Donc, pourquoi on présente juste les doctorats? Parce que l'UQAT fait une communication et je suis allée juste chercher ces photos dans les communications. Pertinence et retombées pour la société, on revient à faire comme un résumé de ce qu'on a dit, un traitement passif du DMA ferrifère qui est une problématique assez importante. On a montré que les filières peuvent être une option convenable tant que les propriétés hydrauliques du système sont maintenues et qu'à la fin de la vie de ces systèmes, on fait un traitement des solides résiduels contaminés. Que les matériaux résiduels, origine modifiée, peuvent être satisfaisants tant en prévention qu'en traitement, DMA, DNC, et que l'ozonation à microbules limite la création de la salinité résiduelle dans les eaux traitées, traite la toxicité, est approprié pour les eaux froides, même chose pour le procédé électrofenton, et que dans le traitement des contaminants d'intérêt émergents, parfois, on doit utiliser plus d'une technologie, plus d'une unité de traitement, et que ça exige des procédés adaptés. Les retombées, la pertinence et les retombées pour la société, d'abord, on parle de création et diffusion de nouvelles connaissances. Servant à quoi? Financer la recherche, attirer de nouvelles ressources et le développement d'un pôle d'excellence en environnement minier, en traitement des eaux minières à l'UQAT. Développer des cours sur mesure et adaptés pour plusieurs types de formations, que ce soit à temps plein, à temps partiel. Le rayonnement national et international de l'UQAT et de la région de la BTB, la formation de la main-d'œuvre spécialisée en traitement des eaux minières au Canada et à l'extérieur du Canada. On a plein d'étudiants qui retournent dans leur pays et qui font usage des connaissances acquises, et la contribution au développement économique régional et national. En conclusion, si on retourne sur le montage de la chaire, en 2021, au bout de 5 ans, le financement de la recherche remontait à 3,5 millions environ, avec des financements publics provenant de CRSNG, du FRQNT, des partenaires industriels, les partenaires de l'IN, des partenaires gouvernementaux, des collaborations au niveau national, plusieurs au niveau international. Au début, on avait prévu 15 PHQ. À la fin, on se retrouvait en supervision de 30 PHQ avec 22 diplômés, 8 en cours, et 18 PHQ en co-supervision, dont 12 diplômés et 6 en cours. Et la conclusion. Donc, ce programme, financé par le CRC sur une durée de 5 ans et via des projets de recherche appliqués financés par le CRSNG, le FRQNT, des partenaires tant publics qu'industriels, donc privés, ce financement a permis l'accomplissement avec succès des objectifs tant scientifiques qu'en formation du PHQ. La production scientifique est là, comme on disait, elle est significative, avec des retombées majeures pour la communauté locale, scientifique, régionale et nationale, développement d'une expertise nécessaire et en demande, et le financement futur de la recherche via une autre chaire de recherche du Canada. Cette fois-ci, une chaire de 7 ans, 1,4 million, pour travailler en traitement et en gestion des eaux minières contaminées.
Sur ça, je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre aux questions. Oui, merci, professeur Nicolita. Alors, nous allons justement passer à la période de questions. Je vous invite à utiliser l'outil questions-réponses si vous désirez poser des questions au professeur Nicolita. Donc, première question. Il y a aussi une sous-question concernant le traitement passif en climat froid. Avez-vous évalué l'activité bactérienne à différentes températures? Et est-ce que les bactéries sulfato-réductrices s'adaptent aux conditions froides? Effectivement, donc, la plupart de nos travaux de recherche sont réalisés à la température de la pièce. Parfois, on travaille à 4 degrés, donc, au réfrigérateur, pour simuler une température minimale à laquelle il y a quand même un écoulement de l'eau dans le système. Donc, mais on n'a pas fait une évaluation graduelle de plusieurs températures. Ce qu'on sait, c'est si les systèmes de traitement sur le terrain sont installés à une épaisseur d'au moins 1 mètre, à l'hiver, le système ne serait pas gelé et il y a quand même une activité minimale qui demeure dans ces systèmes, même durant l'hiver, et que les bactéries sont capables de s'adapter à conditions extrêmes. Donc, on sait que même au pôle Nord, il y a des micro-organismes. Donc, probablement, la vraie question, c'est quelles sont les cinétiques de ces processus, parce que les cinétiques vont influencer le volume du système. Donc, plus les réactions sont lentes, plus le système doit être gros pour accommoder le même débit. Parfait. Donc maintenant, on a une question d'une doctorante en chimie du Maroc. Donc, je travaille sur un site minier et je vais utiliser un traitement passif par l'utilisation des marais épuratifs horizontal et vertical. Donc, ma question, est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce qu'après chaque 10 jours, je fais les analyses et je refais l'écoulement d'eau sans arrêt ou après chaque 10 jours, je laisse un moment de repos? Assez précis comme question. Donc, je crois que, merci pour la question, je crois que la question vise plutôt les essais de laboratoire qui nécessiteraient, selon notre façon de faire, la préparation d'un protocole. Et le protocole pourrait renseigner la personne quoi faire. Généralement, ce qu'on fait, puisque si c'est un système avec écoulement continu, on va simplement échantillonner et laisser l'eau s'écouler. Si le débit est mesuré, et c'est un système avec écoulement, il faut laisser l'eau s'écouler. Il n'y a pas l'arrêt, juste l'échantillonnage, mais il faut s'assurer que le volume d'eau qu'on échantillonne à la fin n'affecte pas le débit à l'entrée du système. Donc, ne pas retirer plus d'eau qu'on fait rentrer dans le système. Oui, parfait. Merci. Donc, seconde question. J'aimerais savoir si tous les cendres des bois peuvent être utilisés dans le traitement du DMA. Bon. Donc, la question est un peu comme exhaustive, tous les cendres de bois. Si on parle de cendres de bois, j'aurais la tendance de dire que oui, tous les cendres de bois peuvent être utilisés. Si on parle de tous les cendres, ça c'est une autre question parce qu'il y a des cendres qui peuvent lixivier décontaminantes, mais surtout les cendres volantes. Mais les cendres de bois, j'aurais la tendance de dire que oui. De toutes les espèces de bois, les cendres de bois, oui, oui, on peut les utiliser. Super, merci. Est-ce que le terme DMA diffère du DMA ferrifère? Oui. Donc, effectivement, il faut faire cette distinction parce que on était dans une conférence, on parlait avec des chercheurs américains qui ont beaucoup d'historique dans le traitement passif du DMA. Et oui, ils parlaient de DMA fortement contaminé, mais ils parlaient de 200-300 mg par litre de fer. Alors que nous, dans les mines où on exploite les métaux de base, on parle de grammes par litre de fer, de milliers de milligrammes par litre. Hein. Et il faut faire quand même ces distinctions parce que c'est impensable, le terme fortement contaminé devient comme relatif. Okay. Et durant mes travaux de thèse, on a essayé de
de mettre comme une limite. Nous, comme groupe, on utilise cette limite. On dit au-delà de 500 mg par litre de fer, on parle déjà d'endéma ferrifère. Parce que le fer devient comme le contaminant majeur qui prédomine tous les autres. Et les processus d'enlèvement, quand on fait le traitement, seront dominés par les processus d'enlèvement du fer. Donc, ferrifère, on peut dire, ça commence à 500 mg par litre de fer. OK. Et supérieur, évidemment. Oui, oui, évidemment. Parfait, merci. Maintenant, quels sont les enjeux ou les défis restants pour appliquer l'électro-Fenton versus le procédé conventionnel Fenton dans l'industrie minière? Ah, bonne question. Probablement, vous devriez vous adresser à des experts sur l'électro-Fenton parce que nous, on a un peu des connaissances développées ces dernières années sur l'électro-Fenton et on a travaillé surtout avec un type de composés, les composés du soufre, ce qu'on appelle les thiocelles sur l'électro-Fenton. Donc, probablement que la deuxième étape serait de réaliser des essais avec des effluents synthétiques et réels sur d'autres types de contaminants et ensuite travailler sur la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, jusqu'à un certain point, nous, on l'assume, mais ensuite, c'est les consultants qui, s'ils trouvent un intérêt, s'occupent de cette partie de développement d'une technologie à plus grande échelle. OK. Super. Maintenant, une question de la Guinée. Quel procédé conseillez-vous pour le traitement des eaux usées de l'orpaillage? L'orpaillage? Je ne suis pas certaine du terme. Est-ce que c'est un terme technique? J'imagine que C'est précis, ça aussi. J'imagine qu'on veut parler de l'extraction de l'or parce que moi, je me suis beaucoup concentrée sur les effluents cyanurés parce que c'est une technologie qui est utilisée dans plusieurs pays, mais je sais qu'il y a des pays où on utilise encore, en Amérique latine, en Afrique, on utilise encore l'extraction de l'or par amalgamation avec le mercure. C'est-à-dire le mercure, donc les cyanures, on les mélange avec le minerai broyé et les cyanures vont aller complexer l'or, mais produire un complexe qui est soluble dans l'eau. Donc, on rend l'or soluble dans l'eau via les cyanures. Alors qu'avec l'amalgame, avec le mercure, on va produire un amalgame, un mélange, si on veut, de mercure et de l'or qui serait ensuite séparé et il faut chauffer ce mélange pour passer en phase vapeur le mercure pour séparer l'or par après. Donc, cette étape de séparation du mercure à la suite de l'amalgamation est extrêmement dommageable pour la santé des travailleurs, pour l'environnement. Et donc, probablement que le vrai défi ici, c'est le traitement du mercure. La personne intéressée pourrait me contacter. Donc, j'ai travaillé un peu sur la spéciation, le devenir du mercure. Durant mes travaux de maîtrise, on travaillait sur une autre provenance de mercure qui était les usines chlorosodiques où on produit par électrolyse de soude. On produit de la soude par l'électrolyse de la saumure de chlorure de sodium. En utilisant les procédés les plus anciens, on utilise les électrodes de mercure liquide. Donc, ces usines, nous, on avait des échantillons qui venaient de l'Europe, des Pays-Bas, de la France, de Belgique, avec des grammes par kilogramme de mercure. Et c'était des sols très contaminés et on a travaillé un peu sur le devenir de ce mercure et sa toxicité, sa spéciation. Donc, je peux vous faire parvenir certaines publications là-dessus, mais il n'y a pas une réponse bonne parce que le mercure, il a cette capacité incroyable, une affinité extrêmement importante pour la matière organique. Donc, en contact avec la matière organique, que ce soit morte ou vivante, il ne quitte plus jamais. C'est pour ça qu'on parle de biomagnification dans la chaîne trophique. Donc, une goutte d'eau, on dit que ça peut polluer un lac d'eau, une goutte de mercure en lac d'eau, parce que les poissons peuvent transformer le mercure, assimiler. On va consommer le poisson, on va
concentrer cette contamination et ainsi de suite. Ainsi de suite, exact. Donc, ça ne va pas quitter la matière organique. OK, parfait. On a le temps pour une dernière question rapide. Dans le cas de traitement biologique, s'il y a présence de haute concentration en sulfate qui peut inhiber la nitrification, comment on peut intervenir et traiter pour éviter l'inhibition? Bon, donc je ne suis pas microbiologiste, je suis ingénieur chimiste à la base qui s'intéresse un peu à la microbiologie, je comprends, mais je ne peux pas dire que je suis microbiologiste. Probablement, il n'y a pas de solution facile parce que, comme vous le savez, thermodynamiquement parlant, c'est l'oxydation du soufre qui se passe plus rapidement que l'oxydation de l'azote. Donc maintenant, en termes de réduction, donc, probablement que la réduction du sulfate pourrait se produire plus rapidement que la réduction de nitrate. Mais la vraie question, c'est par rapport aux micro-organismes, l'adaptabilité de micro-organismes. Les bactéries sulfato-réductrices, probablement qu'elles peuvent, quand il y a le sulfate, peuvent prendre le contrôle du réacteur. Donc, à moins qu'il y ait un pré-traitement, je ne sais pas, peut-être le pré-traitement des sulfates avant de traiter cet effluent pour l'azote, ça pourrait être une solution. Mais Parfait. si dans le même réacteur, on a les deux, ce n'est pas facile. Parfait, merci. C'est ce qui termine donc la période de questions. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas aussi que les enregistrements seront envoyés à l'ensemble des personnes inscrites au webinaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter au prochain webinaire qui aura lieu le 6 avril prochain. Prédiction de la qualité des eaux minières de la filière des métaux critiques et stratégiques, survol de travaux récents et défis à venir avec le professeur Benoît Plante. Alors, je vous remercie de votre participation. Merci également à la professeure Nicolita et on se dit à la prochaine fois. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.